Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Qui n'est pas fatigué aujourd'hui ? Fatigué par les nouvelles, le travail, fatigué par une attaque sournoise des allergies en ce début de printemps, une nuit abrégée par des voisins, des enfants, des animaux de compagnie, fatigué de sa session de sport hebdomadaire, fatigué par une maladie passagère ou chronique. La fatigue semble être partout, tout le temps, pour tout le monde. Mais il y a pourtant des différences entre toutes ces fatigues et elles n'ont pas toutes le même impact sur notre santé. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, aujourd'hui consacré à la fatigue donc. Je suis Juliette Michel et je suis accompagnée aujourd'hui par Guillaume Millet. Guillaume Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Jean Monnet ici à Saint-Étienne, spécialisé en physiologie de l'exercice et membre de l'Institut universitaire de France. Et vous vous intéressez donc à la question de la fatigue au travers, entre autres, votre application au sein de la chaire Actif, Activité physique, fatigue, santé. Guillaume Millet, comment dans vos travaux vous comprenez la fatigue ? En fait, je crois qu'à la première question, vous avez déjà apporté la réponse dans votre introduction. Donc effectivement, il y a de multiples façons de définir la fatigue ou de voir la fatigue. Et vous les avez finalement plus ou moins toutes listées. Donc vous avez parlé de la fatigue liée à l'activité, au sport en général, de la fatigue liée à la maladie, de la fatigue liée à une nuit sans sommeil ou l'accumulation de nuits avec pas suffisamment de sommeil. Donc tout ça, ce sont des situations que l'on peut regrouper sous le vocable fatigue, mais qui évidemment n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Et du coup, quelles sont les différences physiologique, j'imagine, entre une fatigue d'une nuit blanche et la fatigue après un marathon? Alors, nous, on a l'habitude de définir ou de différencier la fatigue aiguë et la fatigue chronique. Et peut-être que le mieux pour les différencier, c'est de se demander si j'essaye de me reposer, de récupérer de ma fatigue, est-ce que je vais réellement ne plus être fatigué ? Et là, on voit assez vite que lorsque l'on est fatigué parce que, par exemple, on a eu un cancer ou parce que ou de nombreuses autres maladies, eh bien, si on se repose, même après une bonne nuit de sommeil, et on est toujours fatigué. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la fatigue chronique. Inversement, que ce soit d'ailleurs pour la fatigue liée à un sport, je vais courir un marathon, oui, je vais être très fatigué. Par contre, j'arrête mon marathon, je mange, je dors. Derrière, je ne suis plus fatigué au bout de quelques heures ou quelques jours. Même chose après une nuit blanche. Si c'est une nuit blanche parce que j'ai fait la fête et que j'ai pas de problème de sommeil, je récupère, je dors et je ne suis plus fatigué. Donc on voit très bien que dans un cas, on récupère facilement si on se donne les moyens de récupérer. Dans l'autre, c'est pas le cas. Et évidemment, c'est deux situations qui sont totalement différentes. Et de ces différentes situations, en quoi est-ce qu'on peut considérer que la fatigue est un problème de santé ? Alors, c'est un problème de santé quand on parle de fatigue chronique. Parce que bien sûr, pour la fatigue aiguë, c'est assez simple. Il suffit de moins faire d'exercice. Si on est trop fatigué par l'exercice, en général, on n'en fait pas assez de l'exercice, on va en reparler. Mais admettons, il y a quelques personnes qui en font un petit peu trop. Il y a même des addicts au sport, mais ça, c'est un autre débat. Ou si on fait trop la fête, il suffit, entre guillemets, de moins faire la fête ou de moins travailler, par exemple, si c'est possible, si on ne dort pas suffisamment pour des raisons professionnelles. Donc là, si on arrive à trouver une solution pour ça, on récupère assez vite. Par contre, pour la fatigue chronique, évidemment, c'est pas la même chose parce que là, on peut essayer de bien se reposer, de bien dormir. Eh bien, on va pas du tout diminuer son niveau de fatigue. Et finalement, la solution, pourquoi c'est un problème de, pardon, votre question, c'était pourquoi c'est un problème de santé publique. Donc ma réponse c'est un problème de santé publique uniquement pour cette fatigue chronique. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un lien qui est assez direct entre le niveau de fatigue et la qualité de vie. Ouais. Ça va impacter le fonctionnement au quotidien, ça va impacter le retour au travail, etc. Donc il y a des conséquences qui sont pour la santé dans le sens de la définition que vous avez également rappelé, vous avez fait tout le boulot en fait en introduction, c'est-à-dire pas seulement l'absence de maladie, mais c'est de ce bien-être physique, mental et social. Donc là, si on est fatigué, c'est sûr qu'on n'est pas dans ce cas-là. Donc ça a un impact direct sur la santé. Et puis ça a même des impacts économiques. Ça va empêcher le retour au
au travail, ça va diminuer la productivité. Alors ça, ce sont des vilains mots, peut-être pour certains, mais en tout cas, c'est une réalité. Et bien sûr, par ordre de priorité, on va quand même mettre le bien-être avant la productivité, mais les deux sont des conséquences de la fatigue. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, cette fatigue. C'est pas un épiphénomène comme on pourrait tendance à le croire, justement, si on ne prend pas la peine de définir la fatigue en disant oui, je suis fatigué, je me repose. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ces questions de fatigue, vous avez parlé d'un impact sur le fonctionnement au quotidien. Et du coup, il semblerait qu'il y ait quand même peut-être pas une solution, mais une piste à explorer dans nos quotidiens, qui est quand même celle de l'activité physique et du lien de la présence ou l'absence de cette activité avec nos modes de vie très urbains et très sédentaires actuellement. Est-ce que il y aurait des pistes à explorer concernant la promotion d'une certaine forme de sport santé à l'encontre de nos sédentarités quotidiennes? Il y a eu, il y a quelques années, mention de questions de sport sur ordonnance. Est-ce qu'il y a d'autres pistes aujourd'hui, ou même celle-ci, si elle est efficace, pour justement promouvoir cette activité physique au quotidien comme un geste de soins personnels? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question ou vos questions, beaucoup trop pour mon petit cerveau, mais je vais quand même essayer de me souvenir. On peut reprendre je vais quand même essayer de me souvenir de tout. Donc, vous avez commencé par parler de la fatigue chronique. Est-ce qu'on peut faire de l'activité physique pour oui, donc là encore, vous faites le travail à ma place et je vous en remercie parce que non, blague à part, effectivement, vous avez raison. Contrairement à d'autres situation problématique pour la santé, on va dire ça comme ça, où parfois il existe des traitements médicamenteux. Une des caractéristiques de la fatigue chronique, c'est que justement, il n'en existe pas. Il en existe éventuellement à très court terme pour lutter, pour par exemple des excitants du système nerveux central, des choses comme ça, mais on comprend, si on réfléchit 2 minutes, on voit vite qu'on ne peut pas prendre ça sur le long terme. Donc à long terme, les études sont assez unanimes. Alors je ne veux pas dire qu'il y a uniquement l'activité physique qui marche, mais la méthode qui fonctionne le mieux, et de loin je crois, on peut le dire, c'est effectivement d'être actif. Alors actif, vous avez ensuite parlé plus tard dans votre question du sport sur ordonnance. Alors est-ce qu'on n'est pas suffisamment actif dans nos sociétés? Oui, c'est une évidence maintenant, je crois que tout le monde en a bien conscience. Et la crise liée au Covid n'a pas arrangé les choses, mais c'était simplement une brique supplémentaire à l'inactivité et la sédentarité. C'est juste encore un peu plus dramatique que ça ne l'était il y a 2 ans, mais évidemment ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé, pour ainsi dire, il y a 70 ans à peu près maintenant. Donc oui, on est pas suffisamment actif. Et maintenant, est-ce que c'est la cause de la fatigue? Pas seulement, il y a plein de choses qui font que l'on est sûrement plus fatigué maintenant qu'on l'était. Il y a les stress de nos vies qui est pas le même qu'il n'était auparavant. Il y a les nuits qui sont de plus en plus courtes avec progressivement l'apparition de l'électricité, de la télévision, d'internet, des réseaux sociaux font que, notamment chez les jeunes, mais pas seulement, les nuits sont de plus en plus courtes. Et puis il y a effectivement quand même cette sédentarité qui contribue au fait que effectivement on est fatigué. Mais le vrai problème, c'est quand même plus que pour la population générale, on va dire, c'est quand même pour les maladies chroniques. Et là, il y a de nombreuses maladies chroniques qui sont affectées, pour pas dire toutes, qui sont affectées. Et souvent, le symptôme qui revient parmi les plaintes des patients, c'est la fatigue. Avant la douleur, avant les difficultés à se mouvoir, etc., avant la faiblesse, c'est la fatigue qui vient en numéro 1. Et donc dans ces cas-là, il est conseillé d'avoir une activité physique. Voilà. Alors ça peut paraître effectivement, comment dirais-je, un peu contre-intuitif. Un peu contre-intuitif. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais réellement. Vous faites tout le travail à ma place. Donc contre-intuitif, parce qu'effectivement, la dernière chose dont on a envie quand on est fatigué, c'est de retourner se fatiguer. Et pourtant, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut soigner le mal par le mal. Donc c'est ça. Quand on est fatigué, il faut se fatiguer encore plus. Alors pourquoi ? Parce que les causes de la fatigue dont on n'a pas encore, on a commencé à les aborder, moi, seulement quelques-unes. La fatigue chronique, effectivement, on peut être fatigué parce que, alors là je parle de la fatigue chronique liée à des pathologies, des maladies chroniques, parce qu'on dort pas bien, parce que par exemple si on est stressé ou anxieux, effectivement on peut comprendre qu'à cause de la maladie on dorme pas bien. Ça peut être à cause du traitement où on a par exemple une diminution des capacités physiques, ça peut être parce qu'il y a un syndrome inflammatoire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la fatigue peut exister. Ça peut être parce qu'on a une anémie,
d'anémie, donc moins de globules rouges dans le sang. Et mis à part quelques causes comme par exemple l'anémie, eh bien l'activité physique peut jouer théoriquement sur l'ensemble des mécanismes qui induisent de la fatigue. Donc quand on parle de l'activité physique parfois comme un médicament, c'est réellement un médicament et c'est même un médicament miracle parce qu'il joue sur toutes les causes ou presque potentielles de la fatigue. Donc justement sur cette question de l'activité physique comme médicament, vous parlez dans vos travaux de l'activité physique comme un médicament dont il faudrait définir la posologie. Quels sont les enjeux de définition de cette posologie en question ? Est-ce qu'on peut pratiquer la même activité ? Est-ce que cette activité physique médicamenteuse, entre guillemets, sera la même pour tout le monde ? Alors on peut même enlever les guillemets de mon point de vue parce que c'est vraiment la drogue miracle, le médicament miracle, ça personne ne me l'enlèvera de la tête. Alors pourquoi on parle de posologie ? Parce qu'effectivement on n'en est plus à se dire, alors là on parle de l'intérêt de l'activité physique pour la fatigue, mais évidemment l'activité physique a bien d'autres vertus que de permettre de diminuer la fatigue chronique. Par exemple, mais tant qu'on est dessus. Ça à peu près tout, là encore. Parfait. C'est-à-dire, ça va permettre ça va solidifier le squelette, ça va limiter la dépression, ça va favoriser la cognition, par exemple, chez les personnes âgées, favoriser retarder le moment où les personnes âgées vont être dépendantes, limiter la prévalence des cancers, etc., etc. Donc là, si on fait la liste, là, ce soir, on y est encore, vraiment. Mais revenons sur sur la fatigue, donc parmi les intérêts de l'activité physique, il y a effectivement le fait que ça permet de diminuer la fatigue. Et donc ça, c'est même plus à démontrer. Maintenant, là où on en est, c'est pas de dire oui, c'est un médicament qui fonctionne, c'est de dire effectivement, comme vous l'avez dit, quelle est la posologie, c'est-à-dire quel est le type d'activité physique qu'il faut faire. Alors quand je dis le type, c'est effectivement est-ce qu'il faut faire, donc schématiquement, des exercices plutôt de renforcement musculaire ou d'endurance ou de souplesse ou d'équilibre. Donc voilà, développer les grandes qualités physiques. Et puis ça va être également l'intensité à laquelle on va faire cet exercice. Et là, on a beaucoup moins de données, ce que font maintenant les professeurs d'activité physique adaptée, par exemple, c'est, alors pas tous, il y en a qui commencent à se poser la question, ou peut-être même qui font un petit peu plus que commencer, mais en tout cas, ce qui existe, ce sont des recommandations. Et les recommandations, elles sont pour toutes les pathologies, elles sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire, on va faire un petit peu d'exercice d'endurance, du renforcement musculaire léger, un petit peu d'étirement pour améliorer la souplesse. Et ça fonctionne. Mais si effectivement on donne la bonne posologie, pas bosologie, ça c'est posologie, c'est-à-dire si on essaye d'évaluer quelles sont les causes de la fatigue pour apporter la réponse la meilleure possible, ce que doit faire un médicament. Donc si l'activité physique est un médicament, on doit apporter la bonne activité physique à la bonne intensité. Et pour ça, le problème, aujourd'hui encore c'est un problème, c'est qu'il faut effectivement évaluer les causes potentielles. Quand on veut faire son intelligent, on dit l'étiologie de la fatigue. Par exemple, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire est-ce que je suis fatigué parce que je dors pas? Est-ce que je suis fatigué parce que j'ai eu un cancer et que la chimiothérapie a fait fondre toute ma masse musculaire? Et à travers ces deux seuls exemples, on comprend bien que dans un cas, on comprend bien. Je vous le dis, on va pas du tout faire la même chose. C'est-à-dire que si j'ai perdu de la masse musculaire, je vais faire de la musculation pour regagner de la masse musculaire associée avec une nutrition adaptée. Inversement, il y a absolument aucun intérêt d'aller faire la musculation si mon problème c'est de mal dormir. Là, je vais plutôt aller marcher avec des bâtons ou courir si je suis capable de courir plutôt longtemps, à faible intensité, en fin d'après-midi. Donc ce sont deux exercices qui sont absolument différents, qui sont même diamétralement opposés, et pourtant les deux répondent à ce même besoin de diminuer la fatigue. Mais les causes de cette fatigue, même si les sujets ou les patients vont reporter, je ne sais pas ce qu'on n'a pas dit encore, mais comment on évalue la fatigue chronique? Simplement avec des questionnaires, donc on a des scores de fatigue, donc on peut très bien avoir deux patients qui reportent absolument le même score de fatigue, mais pour des raisons totalement différentes. Donc puisque les raisons ne sont pas les mêmes, il n'y a aucune raison qu'on leur donne le même médicament. Donc on a fait un point rapide sur cette étiologie de la fatigue. Je voulais revenir sur peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'une sociologie de la fatigue. Est-ce que la fatigue touche tout le monde de la même manière? En tout cas, ces fatigues
chronique? Alors, on a dit, là, j'imagine que votre question n'a plus trait aux maladies, mais malheureusement, ça reste quelque chose qui est assez fréquent. Notamment, on a parlé du cancer, mais on pourrait parler de la sclérose en plaques, on a fait des études également sur des patients de réanimation. On a montré que jusqu'à 5 ans après la sortie de réanimation, il y avait plus de la moitié des patients qui se disaient cliniquement fatigués sur des scores de fatigue, justement, qu'on leur a fait passer. Donc, c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas un épiphénomène et que c'est quelque chose qui est absolument majeur. Mais votre question portait, j'imagine, sur les gens qui ne sont pas malades. Et donc, une sociologie de la fatigue, oui, ça existe. Et notamment, on sait que les populations qui sont les plus fatiguées sont les femmes, qui sont un petit peu plus fatiguées que les hommes, et plutôt d'ailleurs des gens qui sont un peu plus jeunes. Contrairement, alors on a fait une étude avec des collègues sur une population représentative de la population française, et on a pu montrer que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, en fait les personnes âgées sont moins fatiguées que les plus jeunes. D'accord. Jusqu'à 75 ans. À partir de 75 ans, la tendance s'inverse de nouveau. Et donc, en fait, c'est les femmes qui sont 20, 30, 40 ans qui sont les plus fatiguées. Après, il y a aussi le statut social, le lieu de vie et les gens qui n'ont pas d'emploi sont également des gens qui sont plus fatigués. Donc ça, c'est sûrement plus pour des raisons psychologiques qu'autre chose. Mais donc après, à la question pourquoi ce sont les femmes jeunes, peut-être qu'il faudrait creuser un peu plus. On n'est pas allé jusque-là dans l'étude, peut-être avec des enfants, par exemple, qui sont les plus fatigués. Moi, je suis un physiologiste, donc je vais pas aller jusqu'à une interprétation, mais je crois qu'on peut elle est presque évidente, cette interprétation, mais il faudra la confirmer avant de pouvoir la dire. Je crois que c'est quand même plus compliqué, globalement, aujourd'hui, d'être une femme qu'un homme. C'est plus fatigant, voilà, c'est ça. Du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur les fatigues chroniques suite à la réanimation, ça me fait penser à notre situation pandémique actuelle avec de plus en plus de personnes qui sortent de réanimation. Mais également, plus pour faire le lien avec l'activité physique cette fois-ci, on a vu, en tout cas constaté, je ne sais pas si ça se voit dans les chiffres, mais en tout cas c'était visuellement apparent dans les rues pendant le premier confinement, une augmentation des coureurs, de gens qui faisaient du jogging ou qui recherchaient une activité physique pour sortir un peu de la morosité du confinement. Est-ce qu'il y a eu des études ou des questionnements sur ce type d'augmentation des pratiques en termes de baisse de fatigue générale de la population ? Alors, avant de répondre à votre question, je vais y venir dans 2 minutes. Je rebondis juste sur le début de votre question sur la réanimation et le Covid. Contrairement à ce qu'on avait imaginé, et d'autres, je pense, les personnes qui sont fatiguées et qui souffrent de Covid long, qui est un vrai problème, mais je crois qu'on n'a pas pris conscience encore tout à fait de ce problème du Covid long, ce ne sont pas forcément les personnes qui ont fait des formes sévères de la maladie. Nous, donc, on n'a pas été réanimés. Voilà, certaines n'ont même pas été hospitalisées et ne sont encore moins allées en réanimation. Il y a bien sûr des personnes qui étaient en réanimation et qui sont très fatiguées, mais on a eu, parce qu'il se trouve qu'on a fait une étude sur des patients de réanimation dans le cadre du Covid, dans le cadre de la thèse d'un de mes étudiants, et avec un collègue du CHU et de l'université qui est le patron de la réanimation ici, et on a pu montrer que certains, quelques semaines après leur sortie de réanimation, je me souviens pour l'anecdote d'une personne qu'on n'arrivait pas à joindre, et en fait on a réussi finalement à joindre son fils, et il me dit non mais mon père il est là, il est en train de couper du bois avec moi. Donc voilà, c'était quelques semaines après sa sortie, donc lui il n'y a pas de problème de fatigue. Mais il y en a, donc voilà, mais ce Covid long, donc je fais juste une parenthèse là-dessus parce que je crois que ça va être grave, et ça va être peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas impossible que justement cette forme de fatigue soit une des rares formes de fatigue où l'activité physique ne va pas améliorer les choses, voire même peut la faire empirer. C'est ce qu'on appelle le malaise post-exercice. Ça existe dans certaines pathologies, notamment les syndromes de fatigue chronique. Mais globalement, l'activité physique, c'est bon, mais il y a quelques exceptions. J'en viens à votre question, pardon, je suis un peu long peut-être, mais qui était, est-ce qu'il y a des études sur les formes de pratique ou les niveaux d'activité physique qui ont augmenté
et la conséquence que ça peut avoir sur la fatigue. À ma connaissance, les conséquences sur la fatigue, non, parce qu'on n'avait pas vraiment d'étalons avant, mis à part cette étude, mais qu'on n'a pas encore publiée. Peut-être qu'il faudrait la refaire maintenant, effectivement, mais peut-être c'est déjà un petit peu tard, puisque maintenant les confinements sont un peu loin, enfin les confinements stricts, j'espère, enfin, je croise les doigts. Mais, voilà, on va espérer. Par contre, sur est-ce qu'il y a plus de gens qui se sont mis à faire de l'activité physique. Non, il y a les deux en fait. Il y a effectivement des gens qui se sont mis à faire de l'activité physique et puis il y a ceux qui étaient plus actifs qui en ont fait moins. Donc au final, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'au final, le bilan est nul. C'est-à-dire que oui, il y en a qui ont augmenté, mais d'autres qui ont diminué. Ce qui est plus dramatique, ce sont les enfants qui allaient plus à l'école, qui allaient plus en cours d'EPS, etc. Qui eux ont vu, là il y a des études des collègues de Clermont-Ferrand qui ont montré ça, qui ont vu leur temps d'écran augmenter, leur temps de sédentarité évidemment augmenter et leur niveau d'activité physique baisser en miroir. Et ça, c'est assez dramatique parce qu'il y a eu des conséquences directes sur alors c'était pas sur la fatigue, mais sur la condition physique. Ça a été documenté. Et puis, c'est d'autant plus dramatique que c'est au-delà de l'effet aigu qu'il peut y avoir dans les mois qui suivent. Ça, on peut se dire que ça peut se corriger, sauf que, en général, les habitudes que l'on prend au cours de l'enfance et l'adolescence, on les garde. Donc, ces années-là, ces deux années avec moins d'activité physique, parce qu'il y a eu le confinement strict, derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a eu de longs mois où il n'y a pas eu d'éducation physique à l'école, où les enfants restaient chez eux, etc. Donc, c'était plus qu'un mois, enfin, c'était plus que quelques semaines, c'était beaucoup plus long que ça. Et peut-être que la bombe à retardement dont parle le rapport Juanico, le rapport parlementaire Juanico, effectivement, pour cette raison, elle risque bien d'exploser dans quelques années. Du coup, pour essayer de tourner vers une note un tout petit peu plus positive... Ouais, je suis vraiment désolé si je plombe l'ambiance, mais c'est la réalité, malheureusement. Ben non, mais si c'est ce qui est, on ne va pas le masquer. Faites courir vos enfants. Pas courir, hein, pas seulement. Faites bouger vos enfants. Faites bouger vos enfants. Ça, parce qu'on n'a pas encore... on aurait pu le faire peut-être en introduction, la différence entre l'activité physique et le sport. Donc pour les enfants, effectivement, ils peuvent faire du sport, ils peuvent courir, faire du foot, faire n'importe quoi. Pour les adultes, en général, le sport, ça fait peur. Donc ce qui est important, c'est de bouger. Si c'est de la marche, c'est très bien. Parfait. Et du coup, pour... finir, enchaîner sur ces questions de marche, et puisque l'on est accueilli aujourd'hui au sein de la Biennale du Design à Saint-Étienne, est-ce qu'il y a des pistes pour créer des espaces, des environnements, notamment des espaces urbains, qui soient plus prompts, plus adaptés, plus encourageants à la pratique de ces activités physiques ? J'imagine, donc vous avez mentionné la marche, peut-être le vélo ou d'autres types d'activités physiques auxquelles je ne pense pas. Oui, alors... Avant de parler alors nous on avait réfléchi par exemple à des parcours connectés dans la ville où on pourrait utiliser le mobilier urbain pour faire des espèces de parcours santé, etc. Donc ça effectivement ce sont des choses qui pourraient très bien se faire. Moi je crois que ça pourrait être utile. Mais avant ça, il y a des choses beaucoup plus simples à faire, puisque ce que l'on sait, il y a de nombreuses études qui ont montré ça, c'est qu'il y a un niveau une association assez nette entre le niveau d'activité physique et notamment les transports actifs, que ce soit la marche ou le vélo dans les villes, et la cyclabilité ou la marchabilité des villes. C'est-à-dire si les gens se sentent en sécurité sur le vélo, se sentent en sécurité sur les trottoirs, ils vont plus spontanément se mettre à marcher et à faire du vélo. Donc les politiques ont une vraie part de responsabilité. Donc on va pas... peut-être pas parler de Saint-Étienne, il y a plein de bonnes choses à Saint-Étienne. Moi, j'adore. Je suis pas stéphanois, mais j'adore cette ville. Je suis un Stéphanois d'adoption, mais j'adore cette ville. Il y a notamment des équipements sportifs, je crois, qui sont plutôt de bonne facture. Par contre, on est dans les derniers sur le classement des villes cyclables. Alors, il y a les collines. Je veux bien entendre qu'il y a les collines, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Mais bon, si on regarde un peu ce que publie l'association Aussi Vélo, par exemple, il y a encore vraiment du travail. Donc, commençons par ça. Et effectivement, ça, c'est vraiment de l'argent public qui n'est pas gaspillé parce qu'on s'y retrouve. Et ça, il y a aussi de nombreuses études qui le montrent. Chaque euro qui est investi dans la promotion ou la facilitation de la pratique sportive ou de la pratique physique, on va regagner au double cet argent investi dans les soins de santé et puis même jusqu'à la productivité, l'absentéisme. Donc, si on sort même du côté bien-être, santé, d'un point de vue strictement économique, ça a du sens de développer l'activité physique. Donc, pourquoi on ne le fait pas ?
ça c'est vraiment un mystère pour moi. Eh bien, parfait. On va conclure sur cette note positive. Guillaume, merci beaucoup pour cette exploration trop courte de la question de la fatigue et de l'activité physique. À suivre sur Radio Anthropocène, la 10e salle avec Marceau Forêt et Bassel Mourad qui vont nous parler d'orange mécanique. Bonne journée, à bientôt et allez marcher. Au revoir.